Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. Ligne droite. Le grand réveil. Chers auditeurs, je vous le disais, ce matin, nous recevons donc Thomas Fauré, le fondateur de Waller. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Si nous vous avons invité, c'est pour parler de ce phénomène Hello Kitty. Alors, chers auditeurs, vous l'avez bien entendu sur notre antenne et même probablement ailleurs. En ce moment, on vit une grande migration depuis X. Toute la gauche fuit le réseau social qui désormais, selon elle, propage de fausses opinions, dixit notre ministre Clara Chapaz. Et forcément, certains ont choisi apparemment de faire leur blé littéralement sur ce mouvement avec la fondation, la création de cette plateforme Hello Kitty. Alors Thomas Fauré, est-ce que vous pourriez commencer par peut-être expliquer à nos auditeurs quelle est cette plateforme et concrètement à quoi sert-elle ? Oui, c'est une plateforme qui sert à passer d'une plateforme à l'autre, c'est-à-dire quitter Twitter, X, et réimporter ces données, c'est-à-dire les messages qu'on a déjà publiés, etc., sur deux autres plateformes. La première, c'est Blue Sky, qui est un équivalent de Twitter, en tout cas d'un point de vue fonctionnel. Et puis sur des plateformes Mastodon aussi, qui sont des réseaux sociaux, on va dire, dans le monde du libre. Le problème de cette plateforme, c'est qu'elle a été créée par des fonctionnaires du CNRS sur leur temps de travail et qu'il y a un certain mélange, je dirais, entre la fonction publique et une opinion politique qu'on peut respecter. Moi, je respecte tout à fait les gens qui veulent partir d'un réseau social, ils font bien ce qu'ils veulent. Mais là, on a plus que ça, on a vraiment un courant politicien, qui utilise les moyens de l'État, c'est-à-dire les moyens de la recherche, parce que le CNRS, l'objectif du CNRS, ce n'est certainement pas d'aller créer une application en quelques jours pour inciter les Français à partir du réseau social d'Elon Musk. En fait, il y a une détestation d'Elon Musk, de Donald Trump par ces gens-là, qui lui reprochent d'orienter politiquement son propre média social. Oui. Alors, justement, il y a la dimension politique qui est prégnante et d'ailleurs, même Hello Kitty invite les gens donc, à migrer d'un réseau social à l'autre le 20 janvier, donc hier, précisément parce que c'était le jour de l'investiture de Donald Trump. Donc on voit que c'est pas seulement un outil qui est mis à disposition des utilisateurs de X qui souhaiteraient partir pour leur faciliter les démarches, il y a vraiment cette démarche politique. Oui, c'est une mobilisation politique qui a été reprise beaucoup, d'ailleurs, soit par effectivement... le monde politique, je dirais à gauche, gauche progressiste. On a encore du personnel de gauche qui est sur Twitter, heureusement. Mais ces gens-là, en fait, fuient le débat. Enfin, c'est mon opinion en tout cas, sous prétexte que les algorithmes de X seraient manipulés. En réalité, rien ne le démontre. Et d'ailleurs, le CNRS aussi a fait publier une étude, une soi-disant étude qui démontrerait la manipulation algorithmique de X. C'est une étude qui est basée sur du volontariat au sein même du CNRS, donc probablement pas très objective. Voilà, donc il y a un vrai projet. On a vu aussi partir de X, enfin on verra bien, un certain nombre de médias, par exemple Le Monde a annoncé qu'il ne publiait plus sur X. On a vu des agglomérations, des villes, des collectivités qui sont la chose publique. Donc ça veut dire que ces gens-là, par exemple les collectivités ou les villes qui décident de partir de X, en fait elles décident de ne plus communiquer sur ce réseau social. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les usagers, leurs citoyens qui sont sur X, qui fréquentent tel ou tel réseau social, ne verront plus les nouvelles de leur ville, ce qui est absolument abruti. Oui. Alors, justement, ils expliquent qu'ils font ça pour combattre la désinformation. Est-ce que le fait que toute une communauté qui, a priori, s'inscrit dans le même courant politique, se retrouve sur les mêmes réseaux sociaux, qui eux-mêmes, d'ailleurs, je crois, se revendiquent anticapitalistes, enfin, il y a des descriptions assez étonnantes. Est-ce que c'est pas précisément là qu'est le problème en termes de désinformation, de liberté d'expression, de pluralité des opinions ? En fait, ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que la désinformation, comme on dit, on est en train de se rendre compte aux États-Unis
qu'elle a eu lieu, en réalité, bien avant l'arrivée de Donald Trump et surtout amplifiée depuis le Covid, puisque si on parle de censure, c'est un mot qui commence à arriver un peu dans le débat public. On parlait de modération auparavant. Si vous voulez, la modération, c'est la censure des uns. Voilà. Pour les autres, c'est la modération. Mais si on parle de censure, c'est des mécanismes qui ont démarré, avec le Covid, où les personnes qui exprimaient des avis contradictoires vis-à-vis de la doxa officielle, je parle bien aux États-Unis, les messages étaient supprimés, les publications étaient supprimées, les profils étaient bloqués. Et ça, c'est réel, c'est pas une vue de l'esprit. C'est ce qu'on a appelé la modération. Et en fait, ce qui a basculé Musk, le patron de X, c'est qu'il a supprimé finalement ou amoindri énormément cette modération pour privilégier ce qu'il appelle les notes de communauté. C'est-à-dire que c'est les utilisateurs du réseau social eux-mêmes qui vont pouvoir finalement éclairer les autres utilisateurs en écrivant des notes contextuelles. Et ça marche très bien, c'est un système qui marche très bien. Alors ce qui est amusant aussi de voir, c'est que bien sûr le méchant Elon Musk a fait tout ça, sont des libertariens, donc forcément ils défendent à fond la liberté d'expression. En fait c'est suivi de Facebook, de WhatsApp, d'Instagram, c'est-à-dire que Mark Zuckerberg la semaine dernière a annoncé aussi que les fact-checkers c'était plus ou moins terminé. Le wokisme chez Meta, le groupe de Facebook, c'était terminé, etc. Donc on voit une grande bascule chez les GAFAM, et Google aussi d'ailleurs, à la suite évidemment de l'arrivée au pouvoir de Trump. Vous pensez qu'on est en train de basculer dans une nouvelle ère ? C'est vrai que ces dernières années, les idées généralement patriotes, conservatrices avaient l'habitude d'être énormément censurées. Toutes les questions liées aussi au Covid, l'été, vous l'avez souligné. Est-ce que vous pensez que désormais ce temps est révolu et qu'avec effectivement l'accession de Donald Trump et donc d'Elon Musk à des postes importants aux États-Unis, on pourrait ici en Europe sentir les effets de cette politique très libertaire qui va être menée là-bas ? Oui, c'est une bascule évidente qui va se faire de façon immédiate. C'est très simple. Le premier amendement américain concerne la liberté d'expression. Et ce qu'on est en train, ce qu'on va voir, en fait, c'est que tous ceux aux États-Unis qui ont bridé cette liberté d'expression vont probablement subir des procès. Nous le verrons dans les semaines prochaines. Et donc, évidemment, c'est pour ça, d'ailleurs, que les patrons des grandes plateformes retournent leur veste très vite pour surtout pas être embêtés. Malheureusement, j'ai envie de vous dire, évidemment, ça nous concerne. Pourquoi ? Parce que nous, en Europe, on n'a pas de plateforme européenne et on est sur les plateformes américaines. Donc, on est branché directement sur les conséquences des décisions des Américains. Alors, moi, je le regrette énormément parce que je pense qu'en Europe, on n'a pas conduit de politique de puissance en matière technologique. Après, sur les idées en tant que telles, qui est plus de liberté d'expression, moi, je m'en réjouis, bien sûr. Il faut qu'il y ait un équilibre de l'expression politique aussi, bien sûr, pas seulement politique, d'ailleurs, d'expression tout court. Il n'y a pas de raison qu'un pan important de la population, on peut imaginer 50%, soit plus modéré, entre guillemets, que d'autres. Ça, il n'y a aucune raison. Oui. Alors, vous disiez que nous n'avions pas de plateforme européenne. C'est le cas néanmoins. Est-ce qu'il faudrait vraiment aspirer à cela quand on voit justement la réponse de l'Union européenne à toutes ces annonces, notamment de Zuckerberg, avec une Ursula von der Leyen qui explique qu'elle ne se pliera pas justement à ces nouvelles directives. Enfin, il y a de vrais enjeux diplomatiques. Demain, si on avait une plateforme européenne, on pourrait se demander si vraiment ce serait un espace de liberté. Alors c'est vrai, alors ça évidemment, encore faudrait-il le voir, mais c'est pas du tout le chemin qu'on a pris, puisque le chemin qu'on a pris en Europe, c'est de réguler, c'est de faire des lois et certainement pas avoir une politique de puissance technologique. Il y a le sujet aussi de l'Union européenne vis-à-vis de chacun des États membres. Moi, je défends l'idée que les nations européennes peuvent aussi vivre par elles-mêmes, c'est-à-dire conduire par elles-mêmes la politique industrielle qu'elles veulent. La France peut être un pays formidablement efficace, formidablement à la pointe en Europe sur les matières technologiques. Et évidemment, il faudrait que nos gouvernants et ceux au plus haut poste le décident. Et
propose ce projet aux Français. Et je pense qu'en 2027, ou peut-être avant, on en reparlera. Parce que cet abandon de la France vis-à-vis du dessin technologique du monde est quand même très coupable. D'autant que nous avons tous les talents qu'il faut, nous avons l'intelligence pour le faire, nous avons les savoir-faire, nous avons les grandes écoles, nous avons les informaticiens, les gens qui fabriquent les technologies. Donc, il n'y a aucune raison que nous ne soyons pas capables de le faire. Concernant von der Leyen, et puis auparavant, évidemment, le commissaire Breton, qui s'exprime beaucoup en ce moment et qui est devenu l'adversaire numéro 1 d'Elon Musk, même si je pense que ça fait beaucoup rire Elon Musk. Ces gens-là n'ont que des mots. Ils n'ont aucune capacité à faire fléchir les Américains, et encore moins Trump, qui, je pense, va bien rire de leurs menaces. Quelles menaces, en fait? Ils disent, très bien, si vous ne respectez pas les lois européennes, il y a des lois européennes de réglementation et de modération, alors on va fermer les plateformes. Mais toutes les plateformes vont prendre le même pli aux États-Unis. Donc, ils vont faire quoi? Ils vont fermer X? Jamais de la vie. Jamais de la vie, leurs menaces ou voilà, ce qu'ils pensent pouvoir conduire n'arrivera. Jamais de la vie. Pour une simple raison, la puissance technologique aujourd'hui, elle est entre les mains de deux puissances, la Chine, évidemment, et les États-Unis, et certainement pas l'Europe. Et je le regrette infiniment. Oui. Surtout, comme vous le disiez, on en a les moyens. On voit que là, en 2 semaines, peut-être un peu plus, on arrive à créer une plateforme, un algorithme qui va permettre ces déplacements entiers de comptes, de communautés, d'un réseau social à l'autre, par des chercheurs du CNRS. Demain, si on avait la volonté politique, on pourrait, nous aussi, développer à fond ce secteur. Il y a quand même une question qui se pose. Vous avez travaillé justement donc avec Waller, votre entreprise, à essayer de développer quelque chose, une plateforme de confiance, quelque chose de très sécurisé. On imagine donc que c'est quand même l'une des questions qui vous préoccupe. Est-ce qu'en l'occurrence, vous pensez là que HelloKittix, par exemple, est suffisamment... Est-ce qu'en termes de sécurité, ça pose pas quelques problèmes? Ça pose énormément de problèmes en termes de RGPD, c'est-à-dire où vont les données, qu'est-ce qu'ils vont faire de toutes ces données, etc. Voilà. Et il est un peu tôt probablement pour en parler, mais je pense que dans les jours qui arrivent, c'est un sujet qui va monter. Parce qu'il y a forcément toutes ces données qui sont aspirées d'un compte, qui doivent être traitées par des gens et une plateforme dont pour l'instant on ne connaît rien. Non, on ne connaît rien. On connaît quand même, on connaît un peu les initiateurs du projet en question. C'est un projet politique. Vous disiez, quand on voit la capacité de monter une plateforme en quelques jours, franchement, c'est une plateforme, il y a 4000 lignes de code. J'ai regardé, c'est rien du tout. Après, je mettrais plutôt l'accent sur toutes ces entreprises qui existent en France. Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas une seule technologie qui ne puisse pas être remplacée par un produit français sur Internet. Une seule application. Vous avez un équivalent, vous avez les banques en ligne, vous avez un équivalent d'Amazon, un équivalent de YouTube, qui est Dailymotion, vous avez un équivalent de Google, qui est Quant, vous avez un équivalent de Teams, qui est Waller en l'occurrence, mais il y a plein de solutions comme ça qui existent. Mais malheureusement, il n'y a pas de politique de puissance qui est menée. C'est-à-dire que la politique de puissance, et volontairement j'emploie ce mot, qui est un mot en réalité du général de Gaulle, la politique de puissance des États-Unis, elle est très simple. C'est la commande publique qui nourrit en fait l'économie de ces entreprises innovantes. En Chine, c'est la même chose. Pourquoi la Chine a rattrapé son retard en matière technologique alors qu'on était loin en avance? Nous, les Français, il y a 50 ans, on était bien au-dessus des Chinois, bien sûr, en technologie. Quoique, sur le matériel, sur les puces, sur les circuits électroniques, etc., ce n'était pas forcément le cas. Pourquoi ils ont réussi? Parce que 100% de leur commande publique est passée à des entreprises chinoises. En Europe, on est soumis à des contraintes, soi-disant pour des questions de concurrence et de libre concurrence qui, en fait, sont à notre désavantage. Et en particulier en France, où on est très mauvais élèves sur la commande publique, on fait un tout petit pourcentage. Si on fait la somme des commandes passées par l'État, les collectivités locales, etc., on est entre 8 et 12% de commandes qui sont passées à des entreprises françaises, ce qui est ridicule. Il faudrait aller à 50% ou plus. Voilà. Et c'est ça qui nourrirait la croissance de nos entreprises technologiques. C'est ce qu'on a su faire dans l'aviation quand on commande à Airbus ou dans l'automobile. C'est ce qu'on a su faire aussi dans l'espace, où on a commandé des fusées Ariane. Mais évidemment, ça, là encore, on est dans le déclassement.
malheureusement. Mais il n'y a pas de politique unifiée qui conduira, à court terme en tout cas, à notre puissance technologique ou à un renouveau de la puissance technologique, moi que j'appelle de mes voeux, mais il suffirait d'un homme ou d'une femme pour y arriver. Tout le sujet est là. Il nous reste 2 minutes, Thomas Fauré. J'aimerais revenir quand même sur le profil de ces chercheurs du CNRS qui choisissent donc de mettre en place cette plateforme. Vous l'avez déjà souligné, il y a clairement un problème, parce qu'on le sait, le CNRS est quand même en grande partie financé par des fonds publics. Aujourd'hui, on a cette utilisation de fonds publics à des fins strictement politiques par un organisme qui lui-même n'est pas censé l'être. Est-ce que vous pensez que ça devrait aboutir à des sanctions? Et puis surtout, qu'est-ce que cela représente pour l'environnement démocratique qu'on essaie justement de nous vendre à bout de champ comme étant la valeur suprême à défendre? Oui, j'en pense pas plus que ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que la réponse est dans la question. Il est inacceptable que des fonds publics aient été utilisés pour servir des intérêts politiciens. C'est strictement inacceptable. Vous savez, dans les partis politiques, il y a des règles très précises. Je pense en particulier au procès de Marine Le Pen en ce moment et du RN. Vous avez des fonds publics qui ont été utilisés, non pas exactement pour embaucher... Enfin voilà, vous connaissez le sujet. Donc on devrait faire attention à nos fonds publics partout. Je pense que ces gens-là du CNRS probablement s'ennuient dans leur travail, ont passé trop de temps, je vais être ironique, à chercher et sans trouver. Je pense que c'est le déclassement même. C'est le déclassement même de la recherche. Alors, Dieu merci, il me semble qu'il ne s'agit pas quand même de l'ensemble des chercheurs du CNRS, et je voudrais faire une distinction. Il y a ceux qui, dans la recherche, il y a des gens qui, toute leur vie, font de la recherche, ce qu'on appelle fondamentale, dans les sciences dures. C'est pas ces profils-là. Mais il y a la recherche sociologique. Et donc, les gens qui sont effectivement sur ce projet de Hello Kit X sont des gens qui ont un profil de chercheurs sociologiques, qui, évidemment... Quand on parle sociologie, on n'est pas très loin de la politique, on n'est pas très loin des avis politiques, ce qui est tout à fait, par ailleurs, légitime. Mais il serait bon que ces gens-là soient rappelés à l'ordre et qu'on leur rappelle que entre 9h et 18h, ils sont censés travailler pour la recherche française, financée par chacun des Français, qui eux-mêmes, dans leur diversité d'avis politiques et d'opinions, n'ont pas à subir un fléchage de leurs économies et de leurs gains vers un projet politicien qui finalement se bat contre la liberté d'expression. On va finir sur ces mots, Thomas Fauré, mais effectivement, on appelle aussi de nos voeux ce rappel à l'ordre que vous suggérez. Je rappelle que vous êtes fondateur donc, de Waller. Chers auditeurs, je vous invite à vous renseigner donc, sur cette plateforme sécurisée puis qui ne se mêlera pas de politique a priori. Merci beaucoup Thomas Fauré. Merci à vous. Et puis à très bientôt et merci pour votre travail. Merci.